Bonjour à tous, vidéo qui fait suite à celle de ce matin où j'évoquais un certain nombre de choses concernant l'opinion, la vie, la conviction et brièvement la question de la certitude dans cette période d'incertitude. J'avais envie de parler des gens qui se posent en figure d'autorité et de voir jusqu'à quel point on devait ou non leur accorder du crédit. Chose qui a changé par rapport à tout à l'heure. Le soleil, le chat et puis la fenêtre pour profiter effectivement du beau temps dans cette période où malheureusement les sorties sont limitées. Et puis chose qui a changé, ce matin j'étais au café, il est un bon 18h30 passé, on a changé de breuvage. Voilà. Donc petite lef que je me suis offert hier dans ma petite escapade au supermarché lorsque j'ai en parallèle été chercher des cigarettes. Donc, il ne vous aura sûrement pas échappé que ces dernières semaines, on a beaucoup parlé de certains scientifiques qui, effectivement, appartiennent au domaine des sciences médicales et qui, visiblement, feraient autorité. Et beaucoup de gens se sont offusqués du fait que certains de leurs propos, certaines de leurs recommandations ne soient pas forcément suivies de façon quasi systématique, dès lors que c'était des gens reconnus. Il y a forcément le professeur Raoult, dont il est question, et puis une autre personne qui s'est mobilisée, alors qu'on a vu très peu, mais qui s'est mobilisée, qui est le professeur Luc Montagnier. Donc, je vais revenir sur ces deux interventions, on va dire, bien qu'il y en ait un qui ait plus de visibilité que l'autre, sans pour autant avoir à exprimer quoi que ce soit concernant ce que je pourrais penser des dires de l'un ou de l'autre. J'ai bien entendu une opinion personnelle, mais je vais essayer de me garder de l'exposer, puisque, comme je l'ai dit, en tant qu'opinion personnelle, c'est pas forcément quelque chose qui a une portée très intéressante et pertinente, en tout cas pour la réflexion. Concernant le professeur Raoult, le domaine d'activité concerne le traitement à la chloroxychloroquine. Voilà. Bon, ça, je pense que tout le monde le sait. Et effectivement, certaines personnes s'étonnent, voire s'offusquent, du fait que ce scientifique, qui n'est pas un illustre inconnu, qui est reconnu comme étant un virologue assez prestigieux dans son domaine, donc quelqu'un de compétent, ne soit pas plus écouté que ça, et ne soit, je dirais même pas suivi plus que ça. Bien qu'il soit consulté, il est quand même consulté par le gouvernement. Moi, je vais vous accorder une chose. Effectivement, le professeur Raoult n'a pas l'air d'être Joel Clodo. Ça n'a pas l'air d'être un mec sorti de nulle part. Ça, je peux l'accorder. Maintenant, il est bien à l'esprit, et c'est là je vais me rapprocher à un domaine que je connais, puisque autant parler de ce que je connais, c'est qu'il y a plein de gens qui ne sont pas des Joel Clodo, qui respectivement dans leur domaine étaient des sommités, pour ceux qui étaient, pour ceux qui ne sont plus de ce monde, le sont encore pour ceux qui sont encore de ce monde,
mais qui pour autant peuvent, à un moment de leur carrière, été amenés à faire des erreurs. En philo, il y a un mec qui s'appelait Aristote. Lui c'est pareil, hein, c'est pas Joe Clodo. Autant Aristote a dit des choses fabuleuses dans un certain nombre de domaines. La logique aristotélicienne, c'est un ouvrage qui fait état d'une intelligence assez remarquable. Partie des animaux, c'est un ouvrage qui est très intéressant et je dirais quasiment précurseur sur un certain nombre de choses. Mais je viens d'éviter une guêpe ou une abeille qui venait de rentrer, d'où ma petite gesticulation. Les aléas du direct. Mais pour autant, si on se réfère à des ouvrages comme Ethica Nicomaque par exemple, enfin l'ensemble de l'œuvre politique d'Aristote, bien qu'il y ait beaucoup de choses intéressantes sur la démocratie grecque, etc., il y a quand même des idées qui peuvent être soumises à questionnement, voire même dérangées. La question de la justification de l'esclavage par Aristote, par exemple. Alors on pourrait se dire, oui, bon, Aristote, c'est ancien, etc. On est passé à bien d'autres choses depuis. Certes. Mais si on s'intéresse à d'autres périodes, aussi bien la période moderne que contemporaine, on retrouve, alors après le bourdon, après la guêpe, vous ne verrez peut-être pas, mais il y a l'hélicoptère du CHU qui passe régulièrement, en général toujours à cette heure-là, près de chez moi, puisque vivant au 11e étage, j'ai pleine vue sur les hélicoptères aussi. Donc comme je le disais, même en période dite moderne ou contemporaine, on a eu aussi des gens très intelligents qui malheureusement étaient amenés à faire des erreurs aussi. Hegel, qui dans le cadre de la production d'un de ses ouvrages qui s'appelle l'esthétique, donc qui constitue une réflexion sur ce qu'il envisage comme l'élévation de l'esprit qui peut être identifié à travers l'évolution des arts, met en évidence un problème majeur, c'est-à-dire une hiérarchie des peuples. Pourquoi ? Tout simplement parce que lorsqu'on dit que certains arts sont moins nobles que certains autres, pour des raisons que Hegel fait tenir à la matérialité et au côté pesant de certains arts, comme l'architecture, par rapport à d'autres arts beaucoup plus subtils, comme la musique par exemple. Donc des arts comme la musique constituent chez Hegel une élévation de l'esprit. Il met aussi en évidence que les arts qui sont pesants et qui, en plus d'être pesants, font état de certaines représentations qui sont hybrides, c'est-à-dire avec des corps d'hommes et des têtes d'animaux ou l'inverse. Il s'agit d'arts, pour lui, archaïques, qui font état d'une situation où l'homme n'a pas encore bien compris sa place dans le monde et n'a pas encore bien compris qu'il était bien plus qu'un animal. Donc Hegel dit clairement que la statuaire grecque fait état d'une évolution de l'esprit et permet de déclarer sans problème que le grec est supérieur à l'égyptien. Bon, c'est problématique déjà en soi. Mais si on réfléchit aux choses qui concernent le monde dans lequel on vit actuellement, ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les cultures qui ont encore des représentations, on va dire animistes, de façon générale, il faut les juger comme archaïques par rapport aux représentations que peuvent avoir les personnes du monde occidental. Moi, je pense que ça mérite débat. Et je pense que pousser à l'extrême ce type de raisonnement peut conduire à des choses assez dangereuses.
les philosophies contemporaines ne sont pas en reste non plus sur ce genre de questionnement. En dépit, je dirais, de tout l'entourage intellectuel dont elles peuvent parfois bénéficier. Un des exemples qui me viennent en tête, il y en a deux qui me viennent en tête, il y a le cas d'Heidegger, qui, je pense, était, bien que je n'ai pas parcouru particulièrement son œuvre, je pense que c'est quelqu'un qui était loin d'être idiot, mais pour des raisons qui tiennent peut-être du contexte historique et politique dans lequel il vivait, avait sa carte, hein, on le sait, au parti nazi. Sartre, qui était baigné dans un entourage assez stimulant intellectuellement parlant, hein, puisque Sartre était ami de Merleau-Ponty, de Paul Ricoeur, avait une relation certes assez particulière, mais une relation avec Simone de Beauvoir. Ça ne l'a pas empêché d'écrire un ouvrage que l'on sait aujourd'hui être ce qu'on pourrait presque considérer comme un ouvrage de commande, allant dans le sens d'un certain régime politique des pays de l'Est, et qui fait état d'un certain nombre de choses sans en manifester les aspects les plus noirs, en l'occurrence les goulags. Et on sait que cette position qu'a prise Sartre à travers cet ouvrage qui s'intitule L'existentialisme est un humanisme l'a mis dans une position suffisamment fâcheuse pour qu'il en vienne à justement se fâcher avec son entourage philosophique, qui était, comme je l'ai dit, Merleau-Ponty et Paul Ricoeur. Avec Simone de Beauvoir, ça a plus ou moins continué, puisqu'ils avaient une relation qui était plus profonde qu'une simple amitié. Donc, pourquoi je prends ces exemples? Alors, parce que déjà, c'est des exemples qui existent dans le cadre de mon champ de connaissances, mais c'est aussi pour dire que, quel que soit le champ de connaissances, personne n'est à l'abri, si intelligent soit-il, et même si la personne, à un moment donné de sa vie, a fait des choses très intéressantes, très intelligentes, très novatrices, personne n'est à l'abri à un moment de dire des âneries. Soit parce qu'on est simplement dans l'erreur, soit parce qu'on est dans ce qui n'est déjà plus une conviction, mais une croyance personnelle, qu'on veut par tous les moyens justifier, hein, c'est-à-dire que plutôt que de partir d'un certain nombre de faits, de les considérer et de leur répétitivité, d'en déduire des conséquences qui servent de preuve pour justifier l'existence de quelque chose, on va parfois partir du fait qu'on croit en l'existence de quelque chose, sans aucune preuve, et on va essayer de bricoler derrière un système argumentatif, avec toute une méthodologie qui tient plus ou moins bien, hein, pour arriver, en bout de course, à la croyance qu'on avait au départ. Ça engage ce qu'on appelle un biais cognitif. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à découvrir quelque chose qui va s'avérer être une vérité. On a dans notre fort intérieur quelque chose qu'on considère comme vérité, et on va essayer par tous les moyens de l'élever au rang d'une vérité qui ne serait pas juste une vérité pour nous-mêmes, mais une vérité pour tout le monde, quitte à bricoler. Ça, on le voit en philosophie, on le voit dans d'autres domaines. Et pourtant, on a en soi affaire à des gens qui sont des sommités de leur domaine, et qui sont des figures d'autorité. J'ai pas évoqué le cas de Kant, mais moi je me rappelle un cours qu'on avait eu une fois où certains propos, alors je les ai plus exactement en tête, mais certains propos dans un des ouvrages de Kant nous menaient, si on les poussait à l'extrême, ce que ne faisait pas Kant,
à des conséquences qui pouvaient être dramatiques. Je m'étais permis de faire la remarque à l'enseignant qui nous faisait cours sur Kant. L'enseignant m'avait répondu qu'il considérait que j'avais entièrement raison. Mais il avait ajouté, pour autant, vous ne pouvez pas vous permettre de le dire, et encore moins dans une copie. Ce qui m'a amené à lui demander pourquoi. L'enseignant m'a répondu clairement, tout simplement parce que Kant fait autorité. Il est une figure d'autorité. Et vous, vous ne l'êtes pas. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre de dire que ceci ou cela. C'est dramatique. C'est-à-dire que la notoriété prend le pas sur la qualité méthodologique et argumentative, et même sur les idées qui peuvent être proposées par certaines personnes. Je ne pense pas qu'on doit enseigner de cette façon-là. Bon, c'est un autre débat. Quoi qu'il en soit, faut bien avoir à l'esprit que ce qu'on considère comme une figure d'autorité ne doit pas se substituer au doute. Tout diplômé, tout spécialiste du monde scientifique et médical, que soient les intervenants dont j'ai parlé tout à l'heure, il est absolument fondamental, effectivement, de considérer leur travail pour ce qu'il est, un travail qui est en cours, et de réfléchir aujourd'hui s'il répond bien à un processus qui s'inscrit dans une méthodologie qui doit constituer les mécanismes de la recherche. Si ce n'est pas le cas, si la méthodologie fait état de biais, il est tout à fait normal que les pairs puissent s'interroger sur la valeur de validité du propos de telle ou telle personne, bien que cette personne soit un expert dans le domaine. Donc, qu'il s'agisse de M. Rao et de M. Montagnier, je pense qu'à un moment, il faut avoir ça à l'esprit. Il n'est pas forcément question de juger du propos en lui-même, mais vraiment d'avoir à l'esprit que la méthode est un gage de qualité qui va ensuite amener les pairs à s'intéresser aux propos. Alors on peut croire, penser qu'effectivement il existe des gens méchants, des gens contrôlés qui ne donnent pas suite à certains travaux parce que ils sont rattachés à certains lobbiys, parce que ils sont conditionnés ou manipulés par un certain nombre d'instances qui agissent dans l'ombre, humaines, reptiliennes ou extraterrestres, hein, on peut croire à ce qu'on veut. Mais quoi qu'il en soit, je pense que demain, si vous arrivez devant n'importe quelle instance scientifique, philosophique ou autre, pour, par exemple, c'est un exemple que j'ai déjà pris donc je vais le reprendre, présenter une théorie sur un certain nombre de capacités surprenantes, presque même magiques, que peut mettre en place le Père Noël, c'est bien. Mais effectivement, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de scientifiques qui vont s'y intéresser. Surtout si vous n'avez pas pris le temps au préalable de démontrer que l'objet d'étude sur lequel vous faites des travaux est un objet qui existe. Vous pouvez avoir toute une théorie qui dit que le Père Noël, il a la capacité d'ubiquité et d'agir en plusieurs lieux
indépendamment des distances, peut-être même indépendamment du temps, donc qu'il vit hors du temps, qu'il a des capacités qui sont de l'ordre du transcendantal ou je ne sais quoi. Ouais, mais si vous n'avez pas prouvé au préalable par A plus B que votre a priori, à savoir que le Père Noël existe, est fondé, il n'y a aucune raison à un moment qu'on s'intéresse à votre théorie. Si ce n'est pour la blague, ou parce qu'on a du temps à perdre. Mais aujourd'hui, justement, ce qui est assez hallucinant, c'est qu'on nous dit oui, mais il faut y aller, on n'a pas le temps, on est en état de guerre. Justement, on n'a pas le temps, donc il faut que les protocoles soient suffisamment solides et sérieux pour ne pas en perdre avec effectivement, je dirais, des procédures qui vont peut-être être biaisées. Et je suis assez, moi, surpris que les personnes qui défendent certaines théories, et ils ont le droit de le faire, ne se disent pas à un moment, compte tenu de l'urgence, il faut que je me donne tous les moyens de convaincre mes pairs. Et pour cela, je dois répondre, même si le système ne me convient pas, même si j'estime que moi je suis un peu borderline, un peu marginal, et que ce système est un peu trop fermé, un peu trop rigide, l'état actuel de la situation fait que si on veut effectivement ne pas perdre de temps, il faut les convaincre le mieux possible et le plus vite possible. Donc avec une méthodologie qui est solide et efficace, et qui ne présente, fait état d'aucun biais qui serait de l'ordre du biais cognitif, de l'ordre du biais quasiment de la croyance, etc., etc. Donc c'est un truc que j'ai entendu beaucoup, donc je reviens vraiment là-dessus. Ne prenez pas quelqu'un qui, parce qu'il a des compétences dans un domaine, parce qu'il a eu un prix Nobel il y a 10 ans, etc., etc., comme parole d'évangile. Bon. On peut tous, à un moment, faire des erreurs. On peut tous, à un moment, croire des choses. Moi le premier. On peut tous avoir, même quand c'est bien construit, justement des convictions. Bon. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il s'agit de vérité absolue qu'il faudrait suivre les yeux fermés. Moi, je vais prendre un exemple très bête, mais je les ai là devant moi. Ça, c'est un truc que j'ai fait en 2008-2009. Un mémoire. Master 1. Je peux vous dire que à l'issue de l'année, quand je l'ai relu pour attaquer le mémoire de Master 2, il y avait quelques mois qui s'étaient passés, quelques mois d'été. Je me suis dit qu'il y avait des belles conneries là-dedans. Il y avait de la merde. Pourquoi ? Parce que je faisais appel à une méthodologie, à des connaissances, j'avais des compétences qui étaient celles de l'époque, qui m'ont amené à faire un travail qui a une existence dans le temps et qui a une résonance dans le temps. Pour autant, la pensée, elle évolue, elle est dynamique. Et si je dois considérer aujourd'hui ce travail-là, je dirais pas forcément que tout est de la merde, mais il y a quand même beaucoup de choses qui méritent questionnement. L'année suivante, volume un peu plus gros, mémoire de deuxième année. Il me paraissait bien plus abouti et bien plus génial que celui de la première année. Pour autant, bien que j'ai pas eu le courage de le relire entièrement, dans les quelques parties que j'ai refeuilletées, je peux vous dire aussi que j'en ai trouvé aussi de la merde. J'en ai trouvé des biais cognitifs. Il y en a quelques-uns. Pas parce que effectivement je cherchais à manipuler qui que ce soit, mais tout simplement parce que un travail n'est jamais dégagé de son auteur.
et que malgré la plus grande objectivité qu'on puisse avoir, il y a toujours une part de nous-mêmes qui rentre dans le travail, et ça peut avoir une dimension parasitaire. Et ça peut, en tant que parasite, amener à des biais inconscients qui vont orienter le propos, l'hypothèse de travail, d'un côté peut-être plus que d'un autre, même quand on y fait attention. Donc, pourquoi je parle de ça? C'est que, pour vous dire que la critique que j'appose, elle ne vaut pas pour les grands philosophes, pour les grands médecins, les grands virologues, les prix Nobel ou autres. Elle vaut pour tout le monde. N'importe quel individu qui à un moment essaie de construire une réflexion en vue de quelque chose peut être amené à rencontrer ce problème que sont la méthodologie et puis les biais qui peuvent intervenir au sein de celle-ci. Ce qui doit nous amener effectivement à toujours prendre du recul. Alors je sais que c'est frustrant. C'est frustrant parce que nous, ce qu'on aimerait bien, c'est avoir des réponses toutes faites, qui marchent en toutes circonstances, qui ont une valeur validité qui soit totale, voire même qui soit des vérités. Alors, je distingue les deux, puisque la valeur de validité d'une chose est toujours relative au contexte dans lequel on la déploie. La vérité, théoriquement, étant donné que c'est la vérité, elle doit être seule et unique, quelles que soient les circonstances et l'époque. Donc elle a une dimension beaucoup plus universelle que la validité. Et tout ça, on aimerait bien l'avoir aujourd'hui. D'autant plus que on vit actuellement un événement majeur, mais nouveau et inconnu, qui nous place dans une position d'incertitude. Et cette incertitude-là, c'est quelque chose qui n'est pas lié au coronavirus. C'est une crise qui était là avant par rapport à d'autres problématiques que sont la question de la stabilité de l'emploi pour un certain nombre de personnes, la question financière d'un certain nombre de foyers, la question des retraites pour un certain nombre de personnes, etc., etc. On vit une époque, depuis au moins 3 gouvernements maintenant, qui est ponctuée de zones de flou, d'incertitude. Et puis, dans cette incertitude, je dirais quasiment sociale et contemporaine, on a l'incertitude événementielle qui arrive parfois. Celle liée à des événements, comme on a pu le connaître à un moment lorsqu'il y a eu des actes terroristes perpétués sur le territoire, qui ont plongé effectivement le pays dans une inquiétude et une incertitude par rapport à l'avenir. Est-ce que nous allions vivre en permanence en état d'urgence, dans un monde surveillé, etc., etc. Et aujourd'hui, on est passé à autre chose qui tient de l'incertitude que provoque cet état de fait, à savoir que un virus qu'on ne connaît pas peut nous mettre dans une situation où notre mode de vie en est complètement bouleversé, au point que on est amené à vivre de façon quasi autarcique, enfermé chez nous. Et que la vie d'après sera amenée probablement à être différente dans ses modalités de celles qu'on avait avant. Il y a des choses qui seront intéressantes à regarder dans la vie d'après, ne serait-ce que dans les attitudes sociales. C'est pas un truc que je vais développer là maintenant, mais il faut se rendre compte, et ça c'est étonnant, peut-être même un peu rigolo, que le fait de se serrer la main, c'était un gage de confiance jusqu'alors. Même si on l'a oublié,
L'histoire nous raconte que serrer la main d'un individu, ça permettait de s'assurer que la personne n'avait pas une dague cachée dans la manche de sa veste et qu'il n'était pas un assassin potentiel. De la même façon que le fait de trinquer serait une façon, les verres étant remplis à ras-bord, que les liquides des deux verres entrent en contact, de sorte que si l'un des verres était empoisonné, la personne avec qui ils l'ont trinqué le serait nécessairement. Donc des gestes qui étaient jusqu'alors gage de confiance et qui résolvaient un problème, qui résolvaient un danger potentiel, vont maintenant peut-être être des gestes qui vont être considérés comme non plus nous préservant d'un danger, mais nous mettant dans une situation de danger. Serrer la main aujourd'hui, sachant que le virus peut se transmettre par contact, ça va plus avoir la même teneur qu'à cette époque où ça permettait de vérifier si on avait une dague ou pas dans la manche de notre veste. Donc nécessairement, ça va avoir une implication. C'est inquiétant aussi de savoir, de se demander comment la société va changer exactement. Pour l'instant, on ne le sait pas. Et je dirais qu'il n'y aura aucun gouvernement qui nous dira clairement comment ça va se passer après. On va le vivre au quotidien. La société, elle se fait par acte social. Donc, ça se fait entre les gens. On peut donner tous les conseils qu'on veut. Il y a des choses qui se passeront indépendamment des recommandations et des volontés du gouvernement. Donc ça, il faut en avoir conscience. On est dans un climat non négligeable où l'inquiétude est fortement présente, ce qui engage des incertitudes qui ne nous plaisent pas forcément, parce qu'on voudrait être rassuré, mais pour autant, il ne faut pas donner crédit à toutes les paroles, quand bien même celles-ci seraient prononcées par des gens érudits qui ont des états de service, qui ont eu des états de service glorieux par le passé. Ayons, je pense, une certaine distance de recul pour aussi se préserver de certaines idées qui, au final, ne seront peut-être pas, en bout de course, si séduisantes qu'on peut le croire. Voilà. Sur ce, moi, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Et comme d'habitude, prenez soin de vous en cette période. Prenez soin de vos proches. Vous voyez que je prends soin de mon chat. Et puis, à la revoyure.